Merci. Donc du coup, avant de commencer, juste pour être sûr, ça va pas du tout être technique. Donc si certains d'entre vous sont là et s'attendent à avoir un truc technique, faut partir. C'est encore temps d'aller dans un autre truc. Donc maintenant, vous savez pourquoi vous avez signé. Très bien. Donc je m'appelle Adrien Anceau, comme l'a dit Michael. Je suis product owner de la plateforme Enterprise DevOps chez Airbus. Ça fait un moment que je suis dans DevOps, à vrai dire, depuis 2012, parce que j'ai eu la chance de travailler avec des gens qui étaient super passionnés par ce qu'ils faisaient et qui, du coup, m'ont introduit progressivement à tout ce qui était concept autour de DevOps. Et c'est quelque chose que j'ai trouvé génial, donc du coup, j'ai voulu faire carrière dedans. Carrière entre guillemets, parce que bon, être ingénieur DevOps, ça veut plus ou moins tout et rien dire. Mais le truc, c'est que depuis, donc je suis arrivé chez Airbus en 2017, mais avant ça, j'ai eu la chance de passer par plusieurs entreprises, en étant soit en interne, soit en presta, vu que j'ai eu une période d'indépendant. Et j'ai pu voir, du coup, dans ces différentes boîtes, comment elles avançaient, comment elles abordaient DevOps, et c'est un petit peu sur ça que je vais vous faire un retour aujourd'hui. D'autre part, donc j'ai dit que j'étais producteur de la plateforme chez Airbus. Airbus, c'est quoi? Donc, Airbus, juste pour vous donner quelques chiffres et pour juste que dans les prochains slides, vous ayez une idée un petit peu de l'échelle de laquelle on parle. Parce que quand je dis DevOps at scale sur le titre de la présentation, c'est DevOps en fait at scale, mais le scale humain. C'est-à-dire, on est plein, on a plein de gens à gérer, et comment on gère cette masse de gens qui veulent faire du DevOps tous ensemble. Donc Airbus, c'est un grand groupe avec 3 divisions, commercial aircraft, defense and space et hélicoptères. Ouais, j'ai presque faux sur ça. Et 14 filiales, donc je ne vais pas toutes les nommer, mais il y en a plein, en gros c'est des boîtes, des filiales d'Airbus, qui font plein de trucs intéressants, mais qui sont pas, donc leur de métier n'est pas forcément faire des avions, le cœur de métier d'une des 3 divisions. C'est 140 000 employés répartis sur toute la planète, donc c'est un gros paquet de gens, avec des usines partout, sur pas tous les continents, mais presque. Et pour gérer l'IT de ça, on a un département IT de 1000 personnes. Et comme certains d'entre vous le savent certainement, ces 1000 personnes, la plupart, ils ne sont pas forcément techniques, parce que historiquement, Airbus ne gérait pas en interne ses compétences techniques, mais faisait appel à ses partenaires de l'écosystème qui est à Toulouse, mais aussi en Europe, en France, partout, et s'appuyer sur ses partenaires pour faire les différents développements. Donc en fait, on parle de 1000 personnes qui travaillent peut-être eux-mêmes, chacune avec 10, 20 personnes parmi nos partenaires. Donc on parle d'un écosystème plutôt de 10 à 20 000 personnes autour de l'IT pour Airbus. Donc c'est grand. On parle de plus de 10 000 projets logiciels, c'est 10 000 applications. On parle d'une galaxie de partenaires autour d'Airbus, donc il y a effectivement tout ce qui est sous-traitance, tout ce qui est partenaire dans ce sens-là, mais c'est aussi les écoles, les universités, les organisations gouvernementales, ce genre de choses. Donc il y a beaucoup de choses qui gravitent. Et donc c'est à cette échelle-là qu'on fait référence quand je dis Airbus at scale. Ah, pardon. Non, c'est bon. C'était ça, normalement. C'est ça, ouais. Mais merci. Donc, il y a une... Maintenant, on va parler un petit peu de DevOps. Donc, cette citation, c'est une citation que j'ai prise sur un site qui s'appelle devopstopologies.com, qui a une réflexion sur les différentes topologies d'équipes autour de DevOps, comment s'organiser autour de DevOps. Je vous l'ai traduit, j'ai essayé du mieux que je peux de vous la traduire. Et cette citation, elle donne 2 choses, elle amène 2 concepts que je trouve intéressants. Le premier, c'est que l'objectif de DevOps, c'est pas d'automatiser, ou c'est pas de changer les modalités, ou de faire évoluer les process. Non, l'objectif de DevOps, c'est d'être plus efficace pour le business et les clients, et de faire encore mieux ce qu'on fait déjà. C'est-à-dire développer du logiciel. Faire ça, mieux. L'automatisation, évoluer les mentalités, les process, ça c'est un moyen de faire ça mieux. La seconde chose, c'est qui est passée, donc c'est dans la deuxième partie de la citation, après le point-virgule, c'est il n'y a pas de recette magique qui permet à une boîte d'implémenter ou de faire ou de... D'ailleurs, on ne sait même pas trop quoi dire. Est-ce qu'on implémente DevOps? Est-ce qu'on fait du DevOps? Est-ce qu'on est DevOps? Bref, il n'y a pas trop de recette magique qui permet à une boîte de faire ça.
Okay, généralement, c'est plutôt un truc que la boîte doit s'approprier, doit comprendre et adapter à son environnement, à son écosystème. Hop. Donc du coup, excusez-moi, j'ai un petit problème technique de ce côté-là. Voilà. Donc DevOps, en gros, ça sert à faire les choses bien. Ce qu'on faisait, mais bien et mieux, même, idéalement. Pour faire les bonnes choses, c'est l'agilité, c'est le lean, c'est le project management. En gros, c'est choisir les choses qu'on doit faire. DevOps, c'est faire les choses qu'on a choisi, qu'on allait faire avec l'agilité, bien. Donc, maintenant, ce que je vous propose, c'est de faire juste une petite rétro sur d'où ça vient DevOps et comment ça a évolué et pourquoi nous, côté Airbus, on s'est mis quand même plutôt tard. Donc DevOps, c'est un truc qui est apparu fin 2009, début 2010, qui a été un petit peu... le terme a été entendu pour la première fois dans une conf qui a été donnée par des gens de Flickr, dont le nom m'échappe, mais voilà, John Malspo et Paul Hammond, qui expliquaient comment chez Flickr, ils faisaient travailler ensemble leurs devs et leurs ops pour avoir une meilleure collaboration et un meilleur produit. C'est un truc qui a beaucoup plu à un mec qui s'appelle Patrick Devois, qui a du coup organisé un événement, les DevOps Day, les premiers DevOps Day en Belgique, en 2010. Ouais, en 2010. Du coup, ça a gagné en popularité au fur et à mesure. Il y a une autre date importante éventuellement, c'est la publication du livre The Phoenix Project, qui est considéré comme un des livres fondateurs du mouvement DevOps. Et tout ça, c'était en 2013, donc c'était quand même il y a un moment. Ce qu'on peut considérer, c'est que les gens qui ont commencé à faire du DevOps dans cette période-là, c'était quand même relativement early adopters, même si c'était des concepts qui étaient quand même la plupart assez anciens, ils ont quand même embrassé ce mouvement qui est l'ensemble de automatisation, de process, de méthodes, comprendre comment tout ça marche ensemble. Ceux qui l'ont adopté pendant cette période, c'était plutôt des early adopters de mon point de vue. Et ensuite, c'est devenu, je ne sais pas, vous avez certainement observé dans vos différents contextes, mais c'est devenu très mainstream. C'est-à-dire tout le monde, à un moment donné, a voulu se mettre à faire du DevOps, ou à embaucher des ingénieurs DevOps, ou à faire ce genre de trucs. Ça, c'était plutôt 2014-2016. C'est devenu mainstream. Et la troisième phase, c'est la phase où les grosses boîtes qui vont pas très vite commencent à s'y intéresser. C'est là où c'est prêt pour l'industrie. C'est tellement répandu que de toute façon, c'est évident que c'est ça qu'il faut faire. Et c'est là où nous, on s'y est intéressé. 2017, c'est là où DevOps est devenu une stratégie d'entreprise pour Airbus et où on a choisi qu'on allait investir sur transformer l'entreprise pour adopter ce genre de pratiques. Donc, ça veut dire que, ce que je veux dire par là, c'est que Airbus a démarré en tant que stratégie d'entreprise en 2017. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des équipes chez Airbus qui n'avaient pas démarré avant, qui n'avaient pas démarré toutes seules de leur côté, déployé leurs trucs et commencé à travailler en DevOps. Mais là, je parle vraiment de stratégie d'entreprise. D'ailleurs, comment ça se passe généralement? De ce que j'ai observé dans les différentes boîtes dans lesquelles j'ai pu passer, comment ça démarre DevOps? Il y a une équipe de dev, généralement 5 à 10 bonhommes qui travaillent sur un projet, c'est super. Un jour, il y en a un qui va en conf, il revient, donc ça, on est, disons, en 2012, et il dit « Yes, on va faire du DevOps. C'est super, ça vend du rêve. » Généralement, c'est pas dur de convaincre une équipe de dev d'adopter ce genre de pratique. Donc les autres, ils disent « Allons-y. » Et du coup, ils vont sur Internet, ils se renseignent, ils vont voir des confs, et ils prennent un truc qui est adapté à leur environnement, hein, mais ils le font, ils le déploient, et c'est super pour eux. La problématique qu'on a, du point de vue d'une entreprise de la taille d'Airbus, c'est que cette équipe, elle est là, elle est bien, elle fait son truc, mais elle fait partie d'un ensemble beaucoup plus grand. C'est-à-dire que, comme je le disais tout à l'heure, le département IM d'Airbus, c'est 1000 personnes, et si on compte les gens qui font vraiment les choses, c'est plutôt 10, 15, 20 000. Là, sur l'écran, il y a 900 petits bonhommes. Donc en fait, il me faudrait 12 écrans comme ça pour commencer à être représentatif. Et parmi aussi ces 12 écrans, il y a d'autres équipes qui ont aussi été à des confs, qui ont aussi démarré leur pipeline DevOps, leur approche de DevOps, qu'ils l'ont fait à leur sauce, qu'ils l'ont fait pour leur contexte. Et ça, au niveau d'une entreprise, ça devient une problématique parce que l'équipe A, elle a choisi des choses, l'équipe B, elle a choisi d'autres choses. Du coup,
qui a raison, quelle est la bonne chose, qu'est-ce qu'ils doivent faire, comment on peut les faire collaborer du coup, comment on peut les faire aller d'une équipe à l'autre sans qu'ils aient à réapprendre tout. Donc ça amène des problématiques au niveau d'une entreprise. Ça aussi amène d'autres problématiques. Donc ça, on l'appelle, on pourrait faire le parallèle avec le Shadow IT. Ça vous parle, le Shadow IT, c'est quand le mec de la compta déploie son petit serveur parce qu'il a codé un petit truc en le mettant sur un PC qu'il met sous son bureau, c'est ça qu'on appelle du Shadow IT. Du point de vue de l'entreprise, c'est pipeline DevOps, c'est plateforme DevOps qui sont déployées à droite, à gauche, sans forcément être entreprise. On peut assimiler ça à du Shadow IT, dire que c'est du Shadow DevOps. Et nous, ce qu'on veut, c'est une stratégie DevOps d'entreprise. C'est ça que j'appelle Enterprise DevOps. Donc juste pour être un peu plus d'accord sur ce dont on parle, Enterprise DevOps, en gros, ça amène quelques concepts en plus. Donc en gros, déjà, il faut que ce soit fiable. Le truc, c'est qu'il faut que ce soit quelque chose qui soit fiable. Il y a beaucoup de projets qui compteraient sur une plateforme Enterprise DevOps, si vous deviez en déployer une. Ils compteraient dessus pour beaucoup de choses. Par exemple, leur prod. Pour déployer leur prod quand ils ont un problème à 2 h du mat de la nuit de samedi à dimanche. Mais il faut aussi qu'ils aient confiance du coup en la méthode de travail et en les outils qui supportent cette méthode. Il y a aussi l'aspect sécurité, parce que autant, et encore d'autant plus quand c'est une stratégie d'entreprise, les outils DevOps, c'est généralement des outils qui ont accès à des organes vitaux de l'entreprise, à des secrets de l'entreprise, à des bases de données, à des systèmes, qui peuvent faire tomber des choses très importantes dans une boîte. Et du coup, si une boîte annonce qu'elle a une stratégie autour de DevOps et qu'elle va faire sa plateforme DevOps, en même temps, elle annonce que si vous voulez nous mettre par terre, tapez là. Et donc du coup, il faut que ce soit un endroit particulièrement sécurisé pour justement éviter ce genre de scénario. Et du coup, il faut le protéger au risque, voilà, à la hauteur du risque que ça amène. Et du coup, il faut aussi tout tracer. Tout ce qui est autour de cette plateforme, il faut que ce soit tracé. Les actions humaines, les actions automatiques. Parce que effectivement, il y a aussi, déjà pour la partie sécurité et audit de sécurité, mais il faut vraiment se donner une vue complète sur tout ce qui se passe, parce que, et notamment dans les entreprises qui sont par exemple, le secteur de l'industrie, il y a généralement aussi tout un ensemble de certifications qui entourent la livraison de composants logiciels, qui impliquent de la traçabilité, qui impliquent de la rétention des données. Et du coup, il faut garder ça en tête quand on propose quelque chose qui va être utilisé par tous ces projets. Et ensuite, il faut que ce soit standardisé. C'est-à-dire que ça permet, la standardisation, ça permet de partager un mindset au niveau de l'entreprise dans sa globalité, ou au moins au niveau du département IM pour Airbus. Et ça permet aussi aux gens de collaborer de meilleure façon. C'est-à-dire qu'ils pourront parler le même langage, comprendre les mêmes choses. Mais aussi, ça améliore la mobilité. C'est-à-dire qu'une personne pourra aller d'une équipe à une autre et sans se retrouver totalement perdu. Et bien sûr, la dernière chose, c'est qu'il faut que les process soient adaptés à cette façon de travailler. Il faut que l'entreprise soit prête aussi à évoluer non seulement sur la partie outillage, mais aussi sur la partie, ça peut être la partie contrat, ça peut être la partie méthode de développement, ça peut être la collaboration, ce genre de choses. Il faut que les process de l'entreprise permettent ce genre de choses. Et donc, tout ça, ensemble, c'est Enterprise DevOps. La question, du coup, maintenant, c'est comment on passe de l'un à l'autre. C'est-à-dire, comment on passe de Shadow DevOps à Enterprise DevOps, et qu'est-ce qu'il y a au milieu, parce que c'est un petit peu ça, la partie difficile. La première chose, généralement, qu'on fait, c'est qu'on veut se donner une vue sur ce qu'on a, sur notre maturité, sur où est-ce qu'on en est. Donc sur ça, il y a des outils qui existent, il y a des méthodes qui ont été mises en place, il y a des choses qui ont été pensées par des gens très intelligents. Notamment, il y a un truc qui a été publié par CloudBees, donc c'est le DevOps Quadrant, qui est assez intéressant et qui est dans un white paper de CloudBees, qui est assez intéressant et qui amène des concepts autour de l'agilité et du cycle de développement logiciel en les
assemblant et en essayant de se donner une vue sur la maturité en allant dans ce sens-là. On va le détailler un petit peu. Du coup, en abscisse, on a le cycle de développement logiciel. Donc je définis ma solution jusqu'à elle est en prod et j'ai une équipe qui s'en occupe. On pourrait même aller jusqu'à la décommission éventuellement. En ordonnée, j'ai l'agilité, c'est-à-dire j'ai l'adoption de l'agilité. Si, donc la première division, elle se fait horizontalement, donc entre ce qu'ils appellent l'upstream agile et le downstream agile. Donc l'upstream agile, c'est tout ce qui est la planification, l'équipe de dev qui va coder en Scrum, en Safe, en Kanban, en XP, en ce que vous voulez. Et ensuite, le downstream, c'est plutôt la partie prod. Donc la division horizontale, du coup, enfin ordonnée, c'est la scale of adoption, l'échelle d'adoption. Du coup, c'est est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui ont adopté cette pratique-là? Donc chez Airbus, nous, on a investi assez fort sur la transformation agile. Si vous avez travaillé avec Airbus, vous avez entendu parler de train, de PI, de Safe, tout ce genre de choses. On est des fervents défenseurs de Safe. Donc du coup, on peut considérer que du côté adoption de l'agilité, la stratégie d'entreprise est là, on l'a poussée, on a essayé de pousser ce mindset. Comme on pouvait, on a essayé, et l'adoption est là. De la même manière, ce sur quoi on a aussi beaucoup investi, c'est l'automatisation des opérations. Mais sur des choses très ponctuelles, très localisées, très précises, sans forcément que ce soit une stratégie. Mais cela dit, il y a quand même eu des gains de maturité de ce côté-là aussi. La question maintenant, c'est comment on fait pour faire monter tout vers le haut pour arriver dans le cadran supérieur droit qui est du coup Enterprise DevOps. On a plusieurs axes sur lesquels on peut travailler. Donc l'agilité d'un côté, adopter de meilleures pratiques de développement, automatiser, parce que ça reste quand même une composante majeure de DevOps, l'automatisation, et automatiser le plus tôt possible dans le cycle de développement logiciel, donc automatiser ses tests, automatiser son déploiement, automatiser son infra, automatiser tout. Et c'est en intervenant sur n'importe lequel de ces axes, généralement, on commence à entraîner les autres. Et donc, il faut travailler sur tout ça enfin, du moins c'est notre approche, travailler sur tout ça pour aller vers ce qu'on appelle Enterprise DevOps. Ok. Donc maintenant qu'on a fait l'état des lieux où nous on était quand on a fait ça, et de là où on voulait aller, maintenant on peut définir comment on y va. Donc comment on y va? Il y a deux approches très structurantes. L'approche centralisée et l'approche décentralisée. C'est-à-dire l'approche centralisée, c'est une plateforme que tous les projets de la boîte vont utiliser pour faire leur développement. L'approche décentralisée, c'est un ensemble de technologies, qu'on va déployer pour chacun des projets dans la boîte, mais chacun aura son instance. Les approches ont leurs avantages et leurs inconvénients, mais il faut garder en tête quand on fait le choix qu'il y aura des problèmes de maintenance, de déploiement, qu'il y aura des problèmes quand on voudra ajouter. Enfin, il faut garder en tête qu'il faudra ajouter à un moment donné des nouvelles features, des nouveaux outils, des nouvelles fonctionnalités. Donc comment on le fait dans un cas, comment on le fait dans l'autre. Il faudra quand même continuer à garder cet aspect auditabilité et suivre les règles du jeu. En gros, mettre de la gouvernance autour de tout ça. Et autant l'approche centralisée permet facilement ce genre de choses, autant l'approche décentralisée amène quelques challenges autour de ça. Il faudra voir comment on garde une vue sur cette plateforme, sur ces plateformes, si c'est la partie décentralisée, via des métriques, des rapports. Et il faut aussi voir comment l'une ou l'autre des solutions va dans le sens dans lequel on veut aller en termes de collaboration. Comment on veut faire travailler ensemble nos équipes, comment on veut en faire avancer vers un but commun. Donc chez Airbus, on a eu notre réponse, c'est l'approche centralisée. Donc juste pour vous donner un aperçu de ce qu'on a choisi, je vous ai mis en gros une vue de c'est quoi qu'on a. On a une plateforme centralisée pour la plupart des outils.
mais on ne s'est pas non plus interdit d'être en mode décentralisé pour certains d'entre eux. En l'occurrence, on en a un qui est décentralisé, c'est Jenkins, parce qu'on veut quand même donner donc Jenkins qui est le moteur d'intégration continue qu'on utilise, le moteur d'automatisation qu'on utilise, qui sert à faire l'intégration continue et aux autres étapes de l'automatisation du cycle de développement. Comme c'est un outil assez central dans la vie d'une équipe et qu'elle a besoin de l'adapter à son contexte, à ses technologies, à ses problématiques, sur cet outil en particulier, on a décidé de le déployer de manière décentralisée, de déployer une instance par projet. Donc ça, c'est notre plateforme, juste pour info, parce que j'imagine que c'est intéressant. Pour vous donner aussi une idée de l'adoption et de combien de développeurs et tout ça on a actuellement sur la plateforme, actuellement, on a un peu plus de 4000 utilisateurs sur GitHub, 4000 développeurs du coup, 5000 sur Jira, 5000 personnes, pour un ensemble d'à peu près 6000 utilisateurs uniques sur l'ensemble de la plateforme. Donc il y avait plein d'autres outils, hein, mais si on regarde les utilisateurs uniques, on laisse la possibilité aux différents projets justement de choisir dans la boîte à outils qu'on propose les outils qui sont pertinents pour leur scope. Et donc du coup, on parle d'une base d'utilisateurs de 6000 utilisateurs. Avec un taux d'adoption assez élevé, de 400 environ par nouveaux utilisateurs par mois. C'est pas anodin que ce soit ces outils sur lesquels on ait beaucoup d'utilisateurs. Parce que par exemple, si on voit qu'on a avec 4000 utilisateurs sur GitHub, on a uniquement 75 instances de Jenkins déployées et utilisées dans la boîte. Enfin, du moins, à ma connaissance. C'est représentatif du modèle de maturité qu'on a vu plus tôt. Parce que ça veut dire que le gros de nos utilisateurs, ils sont sur le début de cette chaîne. Ils sont sur Jira, qui est un outil de project management agile, et GitHub, qui est un outil qui est un SCM, pour gérer le code. Donc ils sont sur le côté qui était à droite du cadran. Et par contre, dès qu'on commence à avancer vers l'automatisation, et là où on voyait où on estime que nous, chez Airbus, on a un creux, effectivement, ça se confirme dans les chiffres, on a moins d'adoption sur cette partie-là. Du coup, on sait que c'est aussi peut-être là qu'il faut qu'on travaille et qu'on amène des choses. Donc, la plateforme centralisée, les avantages et les inconvénients, on peut en parler rapidement. Ça a quand même un avantage majeur qui est la rationalisation des coûts. Parce que quand on déploie une seule fois quelque chose, ça coûte moins cher que quand on le déploie 75 fois. Ou 10 000 fois, si on prend tous les projets. Si on estime qu'un jour, on aura tous les projets qui ont leur pipeline et leur ensemble d'outils. Bien sûr, ça facilite la standardisation, vu que les outils ils sont là qu'une seule fois. Il n'y a pas trop de possibilités de faire autrement. Ça facilite la visibilité et l'auditabilité, parce qu'on a un endroit central sur lequel on peut garder un œil, qu'on peut observer, pour avoir une vue de tout ce qui se passe. Ça permet la collaboration, parce que des outils qui sont spécifiquement designés pour être utilisés de manière centralisée, je pense en particulier à Jira et GitHub, qui amènent leur lot de problématiques quand on les utilise centralisés, mais qui ont une manière à eux de promouvoir la collaboration. Donc si on avait une instance de GitHub par projet, niveau collaboration, on pourrait mal imaginer faire de linear source, par exemple. Ça permet aussi de construire une offre de service autour de cette plateforme. Parce qu'une fois qu'on a identifié les points sur lesquels on n'est pas aussi mature qu'on aimerait, on peut travailler dessus en accompagnant les projets. Et bien sûr, ça permet d'avoir une meilleure maîtrise sur la sécurité. Parce qu'encore une fois, on a un point central, effectivement, plus critique, mais aussi mieux identifié. On a une surface d'attaque plus claire et qu'on peut du coup protéger. Les inconvénients, par contre, c'est la multiplication des technologies. Avec une seule plateforme, on va vouloir répondre aux problématiques de tout le monde. Et ça, c'est difficile. On va devoir, du coup, on va être pas aussi souple que ce qu'on aurait été avec une plateforme déployée par projet. C'est aussi un des travers de la standardisation. Et c'est aussi, on a une plus grosse charge de support et de maintenance.
pour l'équipe centralisée qui gère cette plateforme. Une équipe projet, une équipe de 10 personnes qui déploie sa propre plateforme, son propre outillage DevOps, peut-être qu'il y aura un membre de l'équipe qui va dédier 3-4 jours par mois au support, à la maintenance de cette plateforme. Alors que là, on parle de une plateforme utilisée par énormément de gens, il va falloir du coup la maintenir avec beaucoup plus d'efforts. Et bien sûr la complexité, quand on essaye avec une plateforme centralisée de répondre aux projets qui ont et à tous les projets, et donc du coup y compris ceux qui ont des besoins très complexes, mais le problème c'est que du coup ça rajoute de la complexité pour ceux qui ont uniquement des besoins très simples. Et ça c'est un peu dommage. Sur la sécurité, d'ailleurs, on va faire un petit zoom sur ça, parce qu'il y a deux niveaux sur la sécurité, et qu'il faut bien garder en tête. Il y a la sécurité de la plateforme elle-même, comme je disais tout à l'heure, qui est un élément clé du coup de la boîte, qui est comment dire, un point névralgique sur lequel les attaquants vont vouloir taper. Mais aussi, il y a la sécurité des plateformes, des applications qui passent dans ce pipeline, qui utilisent ces outils. Et c'est là où on peut intervenir, et il faut garder en tête qu'une plateforme DevOps, du coup, il faut qu'elle rajoute de la valeur au projet qu'il utilise. Et la sécurité est un des axes sur lesquels on peut rajouter plus de valeur, en introduisant des outils que les projets n'auraient pas forcément utilisés d'eux-mêmes, des outils d'analyse statique de code, des outils d'analyse dynamique de code, d'application, du coup, de pentest automatique, ce genre de choses. Donc c'est deux niveaux de la sécurité qu'une plateforme DevOps peut permettre d'améliorer. Donc comme je disais tout à l'heure, une fois qu'on a identifié les endroits sur lesquels on n'est pas aussi mature qu'on voudrait, on peut essayer de pallier à ça. Dans une boîte de la taille d'Airbus, une plateforme, ça ne peut pas vivre tout seul. Il faut l'entourer de services. De services qui vont aider les gens à utiliser cette plateforme. Donc principalement, c'est quoi? C'est classiquement le support. Il faut quelqu'un qui est capable de répondre au téléphone quand tel projet a tous ses users bloqués, ou un user bloqué, ou n'arrive pas à rajouter un user, ou généralement c'est des problèmes de permission. Ou quand un service est tombé, ce qui n'est jamais arrivé pour nous, mais on ne sait jamais. Ou quand quelque chose n'est pas... la performance est mauvaise, ou ce genre de choses. Il faut que quelqu'un puisse aller voir ce qui se passe, commencer à regarder et éventuellement à escalader. Mais aussi la partie consulting et formation. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a appris en le faisant, quelque part. C'est que c'est bien beau de proposer des outils, c'est bien beau de proposer des trucs qui brillent, mais si les projets en face, ils ne savent pas les utiliser, ça ne leur apportera rien. Et si on se réfère au slide 2 ou 3, la citation qui disait DevOps, ça ne sert pas à faire de l'automatisation, ça ne sert pas à faire évoluer les mentalités, ça sert à améliorer la valeur qu'on amène. Ben, s'ils ne trouvent aucune valeur dans ce qu'on amène, c'est qu'on a échoué. Donc il faut les aider, ces projets, ceux qui n'ont pas forcément la compétence, parce qu'ils n'ont pas pris le temps de l'apprendre, qu'ils n'ont pas eu le temps d'apprendre, à utiliser ces nouveaux outils, c'est nouveau pour eux, éventuellement évoluer vers des nouvelles façons de travailler. Il faut vraiment garder ça en tête, parce que c'est quelque chose qui est un vrai frein, en fait, à l'adoption de DevOps dans l'entreprise. C'est mal comprendre, ou ne pas réussir à utiliser, ou juste être face à un outil, ne pas comprendre à quoi il sert, mais juste devoir l'utiliser parce que mon manager a dit qu'il fallait le faire. Et ces gens-là, il faut aussi les aider, et pas les laisser seuls. Et ça passe aussi par proposer de la formation, et de les aider dans la montée en compétences. Donc tout ça, c'est un ensemble de services qui contribuent au succès des utilisateurs et des clients de cette plateforme, et qui, du coup, contribuent au succès de la plateforme elle-même. Parce que si personne ne trouve de valeur dans quoi que ce soit, d'ailleurs dans n'importe quel produit, c'est pas la peine de travailler dessus. Il faut les aider à comprendre et à utiliser les produits au mieux de leur capacité. Donc du coup, nous on a travaillé sur même un catalogue de services. Donc ça c'est un brouillon du truc, mais en gros autour de plusieurs axes. De training, de consulting, d'accompagnement, de self-service, ce genre de choses.
Une plateforme centralisée, ça pose aussi des gros problèmes d'organisation. Parce que DevOps, comme on le voyait dans la citation au début, c'est aussi quelque chose qu'il faut qu'on adapte à l'entreprise elle-même. Donc là, on va parler un peu plus en détail de l'organisation de l'équipe qui gère cette plateforme. Et la meilleure façon que j'ai trouvé d'en parler, c'est un peu de vous décrire notre parcours à nous. Donc notre parcours à nous, c'est qu'on a commencé avec une équipe plateforme qui gérait, qui déployait des outils, qui les maintenait, qui s'assurait qu'ils étaient là. Cette équipe plateforme, elle assurait le support, elle assurait le consulting, elle assurait l'upskilling des projets qu'ils utilisent. Elle était responsable du fait que cette plateforme était disponible. Elle était responsable du fait qu'on ajoute des nouvelles features à cette plateforme. Tout ce genre de choses, tout. C'était, pour nous, on disait, ouais, mais DevOps, c'est aussi rapprocher les devs et les ops. Donc nos devs, c'est des ops et ils font tout. Mais en fait, du coup, ils peuvent pas. Et donc, du coup, la première chose sur laquelle on a voulu travailler, c'est essayer de libérer un peu de charge de cette équipe, sortir un peu de charge pour qu'ils puissent se focaliser sur améliorer la plateforme. La première chose qu'on a sortie, c'est la partie support. Et donc ça, on a sorti la partie support, on l'a formalisé, on a mis en place un mécanisme classique de niveau 1, 2, 3 de support, où l'équipe plateforme n'était plus impliquée que dans les incidents majeurs, les incidents où il y avait vraiment quelque chose à changer, quelque chose à corriger, quelque chose à modifier. C'est la première chose qu'on a sortie. La deuxième chose qu'on a sortie, parce que cette équipe était quand même toujours sollicitée pour oui, mais ok, comment je dois utiliser GitHub par exemple, comment je dois utiliser Jenkins, comment je design mon pipeline. La deuxième chose qu'on a sortie, du coup, c'est la partie service. Et on a séparé la partie maintenance de la plateforme, évolution de la plateforme, de la partie service autour de la plateforme. Et là, la réflexion qu'on a actuellement, c'est quelque chose qui est peut-être un peu, qui va à l'encontre de ce qu'on aurait pu penser d'une équipe DevOps, mais au final, quand on creuse un petit peu, pas tant que ça, c'est même de sortir la partie run. C'est-à-dire qu'on va séparer nos devs et nos ops dans notre équipe DevOps. Ouais, mais en fait, effectivement, on a eu la même réaction. Le seul truc, c'est que c'est pas si bête, en fait, parce que quand on y pense, nous, on a réuni plein d'outils qui sont développés par d'autres. Donc de toute façon, nos devs, ils sont déjà pas là. Nos devs, ils sont chez GitHub, ils sont dans l'open source, les gens qui contribuent aux différents projets open source qu'on utilise. Ils sont chez JFrog, ils sont chez... En fait, c'est pas nos devs. Donc nous, on déploie des outils, on les intègre ensemble. Effectivement, on fait de l'intégration, on ajoute une petite couche par-dessus pour que ce soit plus user-friendly. On peut l'assimiler ça à du dev, mais c'est pas forcément du dev. Donc du coup, nous, ce qu'on fait plutôt, c'est intégrer des nouvelles features, des nouvelles fonctionnalités, les rendre compatibles avec la vue entreprise, et ensuite les ouvrir au monde. Et donc du coup, ce qu'on est en train de... C'est pas encore fait ça, la partie run. Actuellement, on est dans celui-là. Mais celui-ci, c'est notre prochaine étape, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a essayé de développer un modèle de maturité en fait, des applications dans lesquelles on passe. Et du coup, en gros, à partir du moment où on décide de déployer une feature, qui est généralement associée à une application qu'on va déployer, on valide que ça correspond à ce qu'on veut, on construit, on industrialise, et ensuite, on passe dans un mode run. Effectivement, c'est totalement c'est pas intuitif quand on parle de DevOps d'avoir ce genre de modèle. Et pourtant, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas, à condition qu'on garde une collaboration, une communication, qu'on garde très proche les gens qui vont s'occuper de la partie build et les gens qui vont s'occuper de la partie run. Juste pour vous donner une idée de l'évolution dans le temps de cette équipe. Donc ça, c'est une évolution dans le temps depuis la création de l'équipe, qui était avec 3 personnes, où on a d'abord focalisé sur la partie plateforme, construction d'une plateforme. Ensuite, on a vu qu'il fallait un petit peu de gens non techniques aussi autour de ça, donc c'est la partie grise, et on a fait intervenir moi et un Scrum Master dans l'équipe pour aider à structurer l'activité. Ensuite, on voit la partie jaune qui est la sortie de la partie support, et ensuite la partie rouge qui est la sortie de la partie
service. Donc on voit qu'on s'est stabilisé sur la partie plateforme en termes de capacité et qu'on a investi sur faire venir des gens qui allaient s'occuper de ces parties-là. Et donc la ligne verticale rouge, c'est aujourd'hui. Et la projection, c'est cette partie verte. C'est l'arrivée de cette activité en fait, run. Après, autour de tout ça, il y a des trucs moins évidents quand on parle d'un produit et qu'il faut garder en tête quand on est dans un contexte aussi gros, dans un contexte avec tant d'utilisateurs d'une plateforme DevOps. C'est des trucs classiques en fait. C'est des trucs classiques que les startups s'appliquent à elles-mêmes et qu'en fait, on peut considérer qu'on a besoin de s'appliquer à nous-mêmes aussi dans un contexte avec d'une grosse boîte. Par exemple, il faut travailler sur le mindset des gens, mais il faut du coup aller les voir et travailler dessus. Chez Airbus, on avait toute une tradition de travailler en mode projet. Le mode projet, c'est on met une équipe qui va développer quelque chose, et ensuite on met une équipe qui va généralement une équipe autre d'une autre boîte qui va le faire tourner. Et par contre, elle ne communique jamais au final. Ce vers quoi on veut faire évoluer, c'est le mode produit, où justement on crée des équipes produits, donc localisées, hein, et faire évoluer les mentalités autour de ça. Il y a aussi la partie marketing. Comme partout, en fait, comme dans une petite boîte ou une petite startup qui se monte, dans un écosystème aussi large, il faut se faire connaître, il faut faire comprendre aux gens que la plateforme, il faut l'utiliser. Et c'est pas si évident parce que l'information, comme partout, il faut la faire circuler. Et donc du coup, parce que en gros, construire une plateforme, construire un produit comme n'importe quel produit, si personne l'utilise, ça sert à rien. C'est un investissement totalement inutile. Il y a aussi la partie finance qu'il faut bien garder en tête. Parce que comme tout produit, et surtout dans une boîte de la taille d'Airbus, mais je pense que c'est valable pour beaucoup d'autres contextes, les gens qui financent DevOps, ils ne savent pas forcément ce que c'est, et les choses qui les intéressent, c'est combien ça va rapporter. Donc du coup, la première année, ils sont conscients qu'il faut investir. Ils vont donner des sous. Ils vont mettre tant sur la table pour investir dans DevOps. La deuxième année, il faut commencer à faut commencer à les convaincre, il faut commencer à leur montrer que ça amène de la valeur. Ça amène de la valeur peut-être pour le business, ça amène de la valeur pour les projets, ça amène de la valeur pour quelque chose. Mais il faut garder ça en tête, qu'il faut leur montrer que ça amène de la valeur. Parce que sinon, la troisième année, c'est fini. Et du coup, on revient 10 ans en arrière, et on réessayera plus tard. Donc pour faire ça, ce qu'il faut, c'est construire un modèle. Construire un modèle financier autour de la plateforme. Alors nous, dans notre cas, c'est la plateforme DevOps, mais dans une boîte de la taille d'Airbus, ce sera valable pour en fait n'importe quel de produit et de plateforme. Il faut construire un modèle financier, il faut le faire valider par les gens qui comptent, c'est-à-dire ceux qui vont choisir s'ils payent ou pas. C'est parce que c'est super de convaincre les développeurs d'utiliser la plateforme, ça montre de l'adoption, c'est bien, c'est un axe, mais ce qu'il faut, c'est que le département finance soit d'accord. Ce qu'il faut, c'est aussi que les différents stakeholders valident ça aussi. Donc il faut construire un modèle et le faire valider par la finance, le management et les projets. Donc c'est quelque chose qu'on a fait, et qu'on a fait sur deux niveaux. La valeur de DevOps en tant que méthode de travail, et la valeur de la plateforme DevOps en tant que plateforme centralisée, en fait. Parce que du coup, ça permet aussi de faire des économies. Donc on va commencer par parler un peu de la valeur de DevOps. Un des aspects sur lequel on pourrait travailler, par exemple, c'est DevOps permet un time to market plus rapide des différentes features qu'on développe. Ça, je vous invite à aller voir un peu plus en détail la méthode elle-même, ou l'agilité, le DevOps, pour avoir plus de détails. Mais le time to market, derrière, potentiellement, il y a des projets pour lesquels ça peut se traduire en dollars. Et ça leur parle. On peut aussi parler de la partie bug. Parce qu'il y a un rapport d'IBM qui est à peu près accepté dans l'industrie, qui dit qu'un bug qu'on détecte en prod, il coûte 100 fois plus cher à corriger qu'un bug qu'on détecte dans des phases de développement. Pourquoi? Parce que déjà, il impacte potentiellement le revenu de l'application elle-même. Du coup, il faut refaire tout un cycle de développement pour le déployer jusqu'à la prod, ce genre de choses. Donc il y a des choses par là
qu'on peut creuser, et on peut traduire, grâce à ce genre de données, le fait de détecter les bugs plus tôt, directement, le transformer en euros. Il y a aussi tout ce qui est autour de l'automatisation des déploiements, ce genre de choses. Donc il y en a plein. Et ensuite, le deuxième axe, c'est la centralisation de la plateforme. Donc vu qu'on va rationaliser les coûts, mettre en commun les ressources, eh bien, ça va permettre aussi de faire des économies. Sur le support, sur l'infrastructure, sur les licences, et sur le setup initial, qui est le seul point où... Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Si vous avez des questions, il me semble que c'est en bas dans le coin, et je serai ravi d'y répondre. Merci.